Question de Berthe Petitjean Piccinelli. Bonsoir Monsieur Asselineau, que pensez-vous de la mainmise progressive de toute la chaîne alimentaire, des semences à l'assiette, par des entreprises telles Monsanto Bayer? Et comment contreriez-vous la mainmise progressive de l'industrie agroalimentaire sur notre alimentation, y compris l'alimentation biologique? Alors, j'invite cet internaute à aller consulter le programme que j'avais présenté il y a 5 ans, où il y avait notamment une partie assez détaillée sur les questions agricoles et agroalimentaires. Donc elle y verra, je l'espère, un certain nombre de réponses allant tout à fait dans son sens. Je rappelle que la première chose à faire, déjà pour lutter contre la malbouffe et contre l'agro-business tous azimuts et tout ça, c'est de sortir de l'Union européenne. On en sort. Voilà. Je reviens toujours. Certains vont dire que c'est mon dada, mais oui, c'est mon dada parce que d'où viennent les directives OGM? De l'Union européenne. La France a tardé à transcrire en droit français la directive sur les OGM. On a été puni, on a été déféré par la Commission européenne à la Cour de justice de l'Union européenne, qui avait condamné la France à transcrire en urgence la directive OGM avec des pénalités de 163 000 euros par jour de retard, ce qui, si je compte bien, fait à peu près 50 millions d'euros de pénalités par an, 150 millions sur 3 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Je rappelle aussi dans mes conférences, je renvoie à la conférence qui s'appelle 10 raisons pour sortir de l'UE qui est en ligne, ou à celle que je prononce en ce moment qui s'appelle Comment sortir la France du désastre, que plusieurs articles des traités, notamment l'article 38 et l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, nous imposent une agriculture hyper productiviste. Voilà. L'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit que la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture. C'est quand même pas moi qui l'invente, c'est écrit dans les traités. Et comme je l'explique, il faut être dingue pour écrire ça dans un traité. Pourquoi il faut être dingue? Parce que si c'était un plan quinquennal, on pourrait très bien avoir un plan quinquennal ou sur 3 ans qui dit qu'il faut augmenter la productivité de l'agriculture. Par exemple, un pays sortant d'un conflit ou ayant eu des gros problèmes économiques ou je ne sais pas quoi, qu'il ait un plan quinquennal en disant on va accroître la productivité de l'agriculture, ça peut être une politique logique et rationnelle. Mais un traité international, ça n'a pas de date limite de péremption. C'est fait pour la fin des temps. Il y a des traités qui durent depuis des siècles, qui sont toujours respectés. Le traité d'Utrecht, par exemple, qui clôture la guerre de succession d'Espagne, c'est en 1713. Il donne Gibraltar au Royaume-Uni. Nous sommes en 2016, donc 303 ans après. Gibraltar est toujours au Royaume-Uni, même si l'Espagne n'est pas contente. Ça fait donc ce traité à 303 ans d'âge. Alors, pour en revenir à ce que je disais, les traités européens, ils sont a priori signés et ratifiés pour des centaines d'années. Donc l'idée qu'un traité dise, article 39, la politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité d'accroître la productivité dans l'agriculture, c'est dingue. Ça veut dire que tous les ans, en 2017, il faudra que l'agriculture soit plus productive qu'en 2016. En 2018, plus productif qu'en 2017. En 2019, plus productif qu'en 2018, etc. Mais en l'an 2513, plus productif qu'en l'an 2512. En l'an 3640, plus productif qu'en l'an 3639. Il faut avoir perdu la tête. Si vous lisez très attentivement les traités européens, notamment le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, que j'appelle le TFU, si vous lisez la partie sur l'agriculture, vous verrez d'ailleurs qu'on aurait très bien pu avoir, on aurait pu imaginer que le traité ait dit d'autres choses. Par exemple, la protection des semences anciennes, la protection et le maintien des terroirs, le maintien d'un certain nombre de populations en zone rurale, même la promotion de l'installation de jeunes agriculteurs. On aurait pu avoir également un traité qui insiste sur la qualité sanitaire, organoleptique des aliments. Qu'on ait un traité qui insiste sur la qualité gustative des aliments. Non, pas du tout. La seule chose qui découle des traités, c'est en fait la primauté, le primat du fric et de l'hyperproductivisme. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle sous-jacent qui découle des traités européens, c'est en fait les grandes plaines de l'Ouest américain ou de l'Ouest canadien, comme l'Oklahoma ou la Saskatchewan au Canada. C'est ça qui est le modèle sous-jacent. Donc nous, si nous disons qu'on doit sortir de ces traités, c'est aussi et avant tout
pour revenir à une agriculture plus humaine. Je ne dis pas qu'il faut revenir nécessairement à la nuit des temps, mais quand même. D'ailleurs, il y a une très forte demande de la population. D'ailleurs, moi, j'aime bien la bonne chair. C'est quelque chose, je prends du plaisir à bien manger. J'avoue que c'est devenu en France difficile d'avoir des bonnes tomates. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai. D'avoir des bonnes tomates, il faut se lever parfois de bonne heure parce que on a des tomates venues des Pays-Bas qui sont des cultures hors sol, etc., avec je sais pas quoi, des infrarouges, des rayons X, il n'y a pas de terre, etc. Et après ça, au moment de la commercialisation, on pulvérise un parfum de la tomate, puis vous mettez ça dans votre assiette, vous avez quelque chose qui ne sent rien, c'est que de l'eau. Il y a une formidable volonté, je crois, des Français, et pas seulement des Français, de revenir en matière d'agriculture comme ailleurs, à une certaine forme d'authenticité, de vérité. Voilà. On n'est plus dans le show-off, etc. Le côté show-off, je pense, c'est quelque chose de la seconde moitié du XXe siècle. Je pense que dans les années qui viennent, on va avoir un retour à une certaine forme d'authenticité dans tous les domaines, dans les rapports humains, j'en parlais tout à l'heure, pour les questions de handicap, mais aussi en matière agricole, mais aussi en matière d'utilisation, par exemple, des produits industriels. L'obsolescence programmée, c'est un truc insupportable. Je pense qu'on va vouloir revenir à des choses plus durables, des choses où on a envie de mieux protéger les ressources finalement comptées de notre planète. Il y a de plus en plus de gens qui sont attentifs à ça, de plus en plus de gens qui sont effrayés par des trucs comme le 7e continent, là, ce maelstrom de matière plastique pulvérisée qui est au nord-est du Pacifique, au nord-ouest du Pacifique. Tout ça, c'est des choses effrayantes. Donc je crois qu'il y a une volonté de revenir là-dessus. Alors pour répondre, j'ai fait une réponse, comme je le fais un peu trop souvent, paraît-il que mes réponses sont trop longues, mais elles sont me semble-t-il, assez détaillées et puis assez convaincues. Moi je trouve absolument scandaleux, pour tout dire, qu'on prétende breveter le vivant. Qu'on prétende interdire, des associations, moi j'éprouve beaucoup de sympathie pour des associations comme Cocopelli, parce que qu'on prétende interdire à des agriculteurs, moi mes arrière-grands-parents ils étaient tous agriculteurs, qu'on prétende leur interdire de récupérer leurs semences pour les ressemer, mais c'est invraisemblable. C'est le mal d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est contraire à une éthique de vie. Donc le vivant, on ne doit pas pouvoir breveter des choses comme ça. On doit pouvoir également profiter de dame nature. Je crois qu'il y a un beau proverbe aborigène. Cette fois-ci, j'aime bien citer des proverbes. Il y en a un que je ne cite pas souvent, qui est ce proverbe aborigène qui dit que justement l'homme blanc croit posséder la terre, alors que c'est la terre qui possède l'homme. Voilà. On doit avoir quelque chose de plus respectueux vis-à-vis des grands cycles de la nature. D'une façon ou d'une autre, on y viendra.